associer la vision et la technologie. Donc pour un débat, nous allons parler de l'électronique. Donc en science-fiction, on voit que c'est récurrent à travers la thématique des cyborgs. Donc on s'imagine des hommes robots extrêmement puissants, extrêmement intelligents et immortels. Donc ce désir d'homme invincible va donner naissance à la fin du XXe siècle à un mouvement qui va être nommé le transhumanisme. Ce mouvement va prôner l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine en augmentant les capacités physiques et mentales des hommes, en essayant de limiter, voire éradiquer la maladie, en prolongeant la vie voire en visant l'immortalité. Le transanimalisme va donc découler de ce mouvement. Il va traiter de l'ensemble des animaux qui ont fait l'objet de manipulations visant à augmenter leur capacité physique ou mentale, mais il va également prendre en compte les animaux qui vont être modifiés pour retarder la maladie ou la mort, pour assurer une plus grande longévité à ces animaux, par exemple dans le domaine de l'agroalimentaire pour les animaux d'élevage, ou également pour les animaux domestiques ou les animaux de compétition. Aujourd'hui, on va pouvoir distinguer deux grands types d'animaux qu'on va pouvoir ranger dans le transanimalisme. Il y a tout d'abord les animaux cyborgs, qui sont définis comme des animaux dont les capacités physiques et mentales vont être augmentées par l'intermédiaire de composants électroniques qui vont être intégrés à leur corps directement. Ces animaux cyborgs vont être utilisés essentiellement dans le domaine de la recherche ou de l'expérimentation, mais également dans un but de contrôle. Il y a ensuite les animaux qui sont augmentés, qui vont être utilisés en agroalimentaire ou en recherche. Ce sont des animaux qui vont être modifiés génétiquement afin de répondre à des besoins agricoles ou médicaux, comme par exemple les modifications génétiques qui vont permettre de rendre les animaux plus gras, comme les poules ou les coqs, plus résistants aux maladies comme les cochons, ou pour produire des protéines manquantes chez l'humain. Donc par exemple, on va retrouver dans le lait de chèvre ou de vache modifié génétiquement. On peut également trouver des animaux modifiés génétiquement pour notre plaisir. Donc par exemple aux États-Unis, il existe des poissons qui sont modifiés génétiquement pour être fluorescents et qu'on va pouvoir acheter et mettre sur notre aquarium juste pour le plaisir des vues. Il existe des moyens d'augmenter les animaux sans les modifier génétiquement, juste en leur associant des composants électroniques de manière non invasive. Donc, par exemple, un gilet pour chien d'aveugle, pour un chien d'assistance pour personnes handicapées, qui va permettre à la personne handicapée d'être prévenue quand son chien subit un stress ou quand son chien est fatigué. Donc, le transanimalisme va différer du transhumanisme principalement par le fait qu'il ne va pas servir à satisfaire les besoins de ceux qui ont été modifiés, transformés, mais les désirs et les besoins des êtres humains. Tout comme le transhumanisme, le transanimalisme va poser beaucoup de questions éthiques. Donc premièrement, on peut se demander si nous sommes réellement en droit de modifier ces animaux qui ne sont pas notre propre espèce et qui ne nous ont rien demandé. Ensuite, on peut se poser une seconde question quant à la caractérisation juridique de ce nouveau type d'animaux associés à des machines. Comment peut-on définir un animal cyborg dans la législation et à partir de quand un animal devient-il une machine ou une machine devient-elle un animal? Pour répondre à ces questions et débattre autour de la question du transanimalisme, on a le plaisir d'accueillir deux intervenants. D'une part, Anne Tessa, qui est doctorante en sciences du langage et sciences de l'information et de la communication à Paris Saint-Paul, qui est également auteur de l'article Le triangle animalité, humanité, machinité, qui a été publié dans la revue Droit, Animal, Éthique et Sciences. Et d'autre part, le docteur Martinez, chercheur CNRS en neuroinformatique et neurobiotique au laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Merci pour le plaisir d'être là. Tout d'abord, pour resituer un peu le transanimalisme et le transhumanisme dans un contexte un peu historique, on a évoqué les liens qui existaient entre ces deux disciplines. Quand a-t-on commencé à parler de transanimalisme et à quel moment ces courants de pensée qui étaient à la base plutôt intellectuels et philosophiques ont fini par donner naissance à une nouvelle discipline appliquée?
Et là, oui, là c'est bon. Donc déjà, merci pour votre introduction qui était assez complète. Je vais donc reprendre certains points que vous avez évoqués. Pour en parler de transanimalisme, il faut en effet repartir du transhumanisme. La question du transhumanisme est vaste et recouvre une histoire culturelle, intellectuelle et scientifique. Tout au moins, on peut préciser que le transhumanisme est un mouvement intellectuel qui apparaît dans les années 1980. Le terme transhumaniste est une invention de Julian Huxley, le frère de l'écrivain Aldous Huxley. Il invente ce terme en 1957. Julian Huxley emploiera justement le terme transhumanisme pour faire la promotion d'une forme d'eugénisme qu'il imagine positive. Le projet transhumaniste consiste quant à lui à se servir des sciences et des technologies pour augmenter significativement les capacités physiques et cognitives de l'être humain. On peut dénombrer différents objectifs liés au transhumanisme, comme vous les avez cités, comme donc diminuer la souffrance due aux maladies et au vieillissement, allonger significativement l'espérance de vie, augmenter les capacités physiques et cognitives de l'être humain, mais aussi, pourquoi pas faire de l'être humain un cyborg. Rappelons au passage que le terme cyborg signifie littéralement organisme cybernétique. Certains transhumanismes envisagent même la possibilité d'accéder à l'immortalité grâce à la cryogénie ou le mind uploading, c'est-à-dire le téléchargement des idées. Différentes techniques sont envisagées par les transhumanistes pour passer de l'humain au transhumain, telles les NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. En 2003, justement, l'État américain a produit un rapport intitulé « L'amélioration des performances humaines grâce à la convergence des technologies NBIC », qui relate de la possibilité inédite qu'offre la convergence des NBIC pour améliorer l'être humain, refondre des sciences vers un paradigme convergent, modifier le système économique et la vie en société. Ce rapport ne se réclame pas du transhumanisme, mais les transhumanismes s'appuient sur les évolutions et révolutions scientifiques, technologiques pour alimenter leurs projets. Donc l'idéologie transhumaniste est nécessairement controversée, car beaucoup craignent une fusion humain-machine qui serait une dégradation et une prise de risque sur les organismes humains, un appauvrissement ontologique, sans parler des conséquences sociétales en termes d'inégalité, puisqu'on pourrait voir coexister différentes espèces humaines. Donc, alors, de fait, l'usage des NBIC peut être étendu aux animaux. Pourtant, l'idée d'un transanimalisme à proprement parler n'est pas apparue en même temps que le transhumanisme. Le terme transanimalisme est employé pour décrire les applications des NBIC sur les animaux, mais ce n'est pas un terme défendu, documenté en tant que tel. Il est plutôt fait mention d'animaux augmentés, tout comme on peut parler en dehors de l'idéologie transhumaniste d'humains augmentés par les technologies. La préoccupation pour les animaux augmentés a pris un tournant décisif il y a peu. Ils sont évoqués début 2015 dans des articles de presse suite à des manipulations scientifiques faites sur des souris en 2013 et en 2014. Mais nous en reviendrons plus tard. Quoi qu'il en soit, ces manipulations laissent à penser qu'il est possible d'augmenter les animaux, c'est-à-dire de démultiplier les capacités physiques, mais surtout leurs compétences cognitives. Ce qui n'est pas sans poser des questions éthiques lourdes de conséquences. Si les animaux présentent de plus en plus de caractéristiques et de compétences proches de celles de l'être humain, comment les qualifier? Par ailleurs, peut-on légitimement choisir à la place des animaux d'accéder à des versions augmentées de leur espèce? Toujours est-il que la question des animaux augmentés n'en est pas à ses balbutiements. Cela fait déjà quelques décennies que certains animaux sont physiquement augmentés dans le but d'augmenter leur productivité. Il s'agit bien sûr des animaux d'élevage. Par exemple, dans la fin des années 70, il était question de retirer aux vaches la capacité de satiété afin qu'elles passent tout leur temps à brouter ou à manger ce qu'on leur donnerait. Le terme d'augmentation humaine ou d'augmentation animale est loin d'être neutre. Tout dépend des procédés du projet en lien avec ces augmentations.
En l'occurrence, avoir le projet de retirer aux vaches la capacité d'éprouver la satiété, n'est-ce pas plutôt simplifier, voire dégrader l'existence et les capacités d'une vache? Il est déjà parfois difficile de statuer sur les questions bioéthiques humaines. On rappellera par exemple qu'en 2003, le clonage a été qualifié comme étant un crime contre l'espèce humaine. On peut donc aisément imaginer la licence et le flou juridique qui existent au sujet des animaux dont les droits restent encore à considérer. D'ailleurs, le clonage est possible sur les animaux, il est pratiqué dans le cadre de l'élevage intensif par exemple. Pour terminer cette petite introduction, on voudrait dire que la société commence à peine à se saisir des questions du bien-être animal, de la science animale. Pourtant, il est déjà temps de voir plus loin et de se pencher sur les questions éthiques que soulève l'augmentation animale, qui inaugure aussi la possibilité de créer des êtres vivants. Je vais juste te donner un exemple de transhumanisme pour expliquer un peu ce que peut être le transhumanisme. Oui, je dis je vais. Je vais donner un exemple, c'est peut-être pas le meilleur de ce que peut être le transhumanisme, l'augmentation de l'homme. C'est peut-être pas le meilleur exemple, en fait, mais au moins il a le mérite d'être simple. Actuellement, il y a des recherches sur des implants oculaires, en fait, des dispositifs électroniques, qu'on greffe des rétines humaines, en fait, sur des hommes, pour permettre à des aveugles de recouvrir la vue. Et les patients à l'heure actuelle qui sont implantés arrivent péniblement à distinguer des formes. Les deux mains, ils verront comme vous et moi, ils verront en couleur. Ils verront peut-être même mieux parce qu'ils pourront utiliser ces implants oculaires pour avoir une meilleure résolution que ce qu'on a nous. Ils pourront aussi peut-être voir dans l'obscurité, ils pourront voir dans l'ultraviolet, pourquoi pas, ils pourront voir dans l'infrarouge. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on parle d'homme augmenté, parce qu'on améliore ses capacités naturelles. En fait, on ne va pas soigner des... On utilise la technologie non pas dans un but thérapeutique, on peut soigner une maladie, mais d'abord pour améliorer les performances et les capacités soit intellectuelles, soit physiques de l'être humain. À ce moment-là, on parle de transhumanisme. Voilà. Donc est-ce que ça peut s'appliquer aux animaux? Je ne sais rien. En fait, transanimalisme, j'avais jamais entendu parler de ce mot en fait, avant de venir ici. Je regarde encore regarder dans Google, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je trouve que c'est intéressant. Et est-ce que c'est justifié de faire ça en fait? Sous quelle forme en fait prendrait ce transanimalisme? C'est une question que je me pose. Je ne sais pas la réponse. Merci. Et, du coup, encore une question assez généraliste. Les recherches qui sont effectuées actuellement dans le domaine des animaux c'est peut-être plutôt dans le domaine fondamental ou appliqué? Donc cette histoire de transhumanisme, en fait, c'est majoritairement fondé par Google. En 2008, ils ont créé l'université de la singularité en Californie, autour des NBIC, comme on l'a dit, donc technologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Et en 2013, ils ont créé une société qui s'appelle Calico, California Life Company. Et le but de cette société, en fait, c'est d'étendre significativement l'espérance de vie humaine. Et par significativement, c'est 150, 200, 300 zones. Donc, on voit, c'est un peu utopique. Les recherches sont plutôt fondamentales, à l'heure actuelle, et sont effectuées essentiellement aux États-Unis, pas vraiment en Europe, mais elles s'intensifient en raison de l'évolution rapide du progrès technologique. Donc il y a une accélération aussi. Alors j'ai pas saisi la question dans ce sens-là, j'ai compris qu'il s'agissait des applications scientifiques sur les animaux. Donc là, a priori, les recherches employant les NBIC sur les animaux ne sont pas uniquement fondamentales, dans le sens où, quoi qu'il en soit, les animaux sont dans la recherche contemporaine
servent à la recherche, à passer du fondamental à l'application. De fait, les possibilités fondamentales d'augmentation animale existent depuis plusieurs décennies et les moyens pour les appliquer sont de plus en plus disponibles. N'oublions pas par exemple Dolly, encore une fois, la première brebis clonée en 1996. Les techniques de clonage sont d'ores et déjà largement employées dans l'industrie agroalimentaire pour sélectionner des caractéristiques génétiques servant non pas à augmenter le bien-être des animaux, mais bien à augmenter la productivité pour la productivité. Donc si certains bœufs significativement modifiés génétiquement servent d'étalons et leur semence sert à féconder des milliers, voire des milliards de vaches qui sont elles-mêmes assujetties à des modifications génétiques importantes dans le but de produire par exemple des quantités industrielles de lait. Donc à ce sujet, vous pourrez notamment vous référer au documentaire Animal Machine qui a été diffusé il y a peu au festival scientifique Paris Science. Toujours pour rester dans cette idée de domaine de recherche étudié, M. Martinez, quels sont les sujets ou vos modèles d'études de prédilection? Alors bon, moi, je ne suis pas biologiste, donc je suis informaticien, je travaille dans un laboratoire à Nancy, le CNRS, aussi. Laboratoire Lorraine de recherche en informatique et ses applications. Et mon domaine de recherche, essentiellement, c'est les neurosciences computationnelles. J'essaye de comprendre le fonctionnement du cerveau, tout du moins de certaines structures neuronales, à l'aide de modèles informatiques. Donc, je modélise l'activité de neurones, de réseaux neurales, je simule et je comprends le fonctionnement de ça. Et je m'inspire aussi de ce fonctionnement neuronal pour développer de nouveaux capteurs, de nouveaux robots, de type bio-inspirés. Du coup, vous travaillez sur quel type de modèle? Animaux, oui. Et essentiellement, je me suis intéressé à l'insecte en fait. Pourquoi l'insecte? Parce que au niveau de la modélisation, il y a pas mal d'avantages en fait. La modélisation en neurosciences, un des avantages importants, c'est que le cerveau de l'insecte a forcément réduit un comportement de l'homme. À titre d'exemple, chez l'humain, il y a 100 milliards de neurones, chez la drosophile, il y en a 100 000. Donc 1 million de fois plus que chez l'homme et chez la drosophile. Donc avant d'avoir la prétention de modéliser le cerveau humain, on va modéliser celui de la drosophile. Donc dans la parenthèse. Que pensez-vous de l'utilisation d'autres animaux tels que le rat, le chat, le chien ou le chat? Ok, donc en fait, donc l'utilisation de ces mammifères, tels les rongeurs, les chiens par exemple, dans ce domaine de la transanimalisme, en fait, ce serait une erreur de rejeter tout en bloc dès le départ, parce qu'il y a des choses qui peuvent quand même être bénéfiques à l'animal. Alors un exemple, cette année, la Nature, en 2007, il y a eu un article qui a été publié, et des chercheurs de la clinique Mayo aux États-Unis, donc c'est un des plus gros centres hospitaliers aux États-Unis, ont réussi en fait à augmenter la durée d'espérance des souris de 30%. Au moyen de génétiquement, ils ont fait ça, ils ont exprimé un gène dans des cellules sénescentes, des cellules qui perdent leur faculté à se diviser, et ils arrivent à détruire ces cellules-là. Et donc non seulement ils arrivent à augmenter la longévité des souris, mais en plus ils retardent l'apparition de certains cancers et de maladies liées à l'âge. Alors bien sûr, les chercheurs n'ont pas fait ça pour améliorer la vie des souris et augmenter leur espérance de vie. Le but c'est d'augmenter l'espérance de vie humaine, donc toujours pareil, c'est ce mouvement transhumaniste. Mais je fais le pari que ce qui a été fait sur les souris maintenant, il y a quelques années, va pouvoir se faire sur des chiens. Et à ce moment-là, les propriétaires de chiens auront la possibilité, s'ils le souhaitent, d'augmenter
augmenter génétiquement leur animal. Et là, il s'agit bien d'augmentation, parce qu'on va introduire un gène dans l'animal, non pas pour le soigner, parce que la vieillesse, c'est pas une maladie, mais voilà, pour qu'il vive plus longtemps. Et sachant par ailleurs que le chien aussi est génétiquement déjà sélectionné. Ça pose quelques problèmes. Concernant l'utilisation des insectes, on voulait savoir les dispositifs qui sont mis sur ces insectes. On a vu des études sur des cafards, on est capable de leur sectionner les antennes, de leur mettre un dispositif électronique sur la tête pour permettre de les contrôler. Comment on peut mesurer la gêne ou l'handicap? Est-ce qu'en tout cas, il y a des études qui, lorsque vous devez analyser ce type d'action, est-ce qu'on mesure ou pas la gêne que ça peut occasionner à ce type d'insecte? Alors, chez l'insecte, la sensibilité à la douleur n'est pas du tout avérée. Donc, par exemple, un guettier va continuer à manger alors que lui-même est en train de se faire dévorer par une menthe religieuse. Généralement, chez l'insecte, il n'y a pas de nocicepteurs, c'est-à-dire des récepteurs à la douleur. Et on note souvent que les insectes ont une activité normale, même après avoir subi des dommages importants. Donc, par exemple, un insecte qui va avoir quelque chose à une patte va continuer à marcher normalement en appuyant avec la même force sur le membre qui a été blessé, alors que nous, le mammifère, va se mettre à boiter. Donc, en fait, chez le mammifère, la douleur, ça a un intérêt à long terme, pour se protéger. Alors, je sais pas, on met la main dans le feu, on ne va pas le refaire deux fois, parce qu'on va apprendre que voilà, la douleur va nous permettre d'apprendre que c'est vraiment... Dans le cas d'un insecte, je prends un papillon de nuit, par exemple, certains papillons de nuit n'ont même pas de système digestif, donc leur seul but, c'est de se reproduire. Et ils vivent très peu de temps, un jour au maximum. Donc, étant donné cette durée de vie très courte, qu'est-ce que peut apporter aux insectes le fait de ressentir la douleur, sachant que, comme j'ai dit, c'est dans le long terme. Et par contre, le système neuronal qui va prendre en charge cette douleur, lui, va consommer beaucoup d'énergie. Or, le papillon, lui, par exemple, qui n'a pas de système digestif, il a besoin de cette énergie pour trouver la femelle et se reproduire. Donc voilà, disons, à l'état actuel des connaissances, s'il y a l'expérimentation animale à faire, il vaut mieux que ça se fasse sur l'insecte. D'un point de vue. D'accord. Je voudrais vous demander aussi une autre chose. Donc, on voit que les technologies évoluent très vite, et pourtant, on remarque que dans les études, il y a quand même l'utilisation de substrats vivants. Alors, on se demande pourquoi on n'utilise pas uniquement la robotique, admettons dans les techniques de sauvetage, de fois on a l'idée d'envoyer des animaux avec du matériel électronique. Pourquoi continuer à utiliser le vivant? Est-ce que le vivant a une valeur ajoutée, ou est-ce que la robotique n'est pas assez développée ou... En fait, moi je ne suis pas trop d'accord avec le fait de dire que les robots vont mieux faire que des animaux dans tous les cas. D'accord. Il y a des cas où c'est pas avéré. Par exemple, si on prend la détection d'explosifs ou de produits stupéfiants, rien ne remplace le flair du chien policier. Il n'y a pas de robot capable de faire ça. Je ne sais pas si vous avez un chien pour animal de compagnie, mais vous êtes rapidement aperçu qu'il y a de très bonnes capacités olfactives. En fait, c'est peut-être 10 000 fois supérieur à celle de l'homme. Et voilà, il n'y a pas de capteur à l'heure actuelle capable d'égaler ces performances-là. Donc, par contre, un chien policier, il va pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'il va vite se fatiguer. Si c'est plus un jeu pour lui, il va arrêter de chercher les explosifs. Donc il va travailler 30 minutes et puis après il faut qu'il arrête pendant quelques heures. Et en plus, son dressage va coûter très cher. Son dressage est très loin, donc les scientifiques cherchent des méthodes alternatives. Et j'ai vu toujours
augmenté. J'ai vu en 2016, un article est sorti. Ils ont réussi à augmenter, là c'est vraiment augmentation sans souci biologique. Ils ont augmenté le nombre de certains récepteurs olfactifs chez la souris. Et ce qui a amélioré, mais vraiment considérablement, ses facultés à sentir certaines odeurs, en particulier l'explosif. Donc à terme, le chien policier pourrait être remplacé par des souris modifiées génétiquement pour des tâches de détection. Il y en a d'autres qui utilisent des insectes. En Asie, par exemple, on a utilisé des insectes, des antennes de papier de nuit comme capteur olfactif sur des robots pour essayer de trouver les sources de contamination. Il y en a certains qui vont encore plus loin, qui essaient de contrôler le mouvement de l'insecte pour l'utiliser comme robot. C'est pas sans poser quelques problématiques. Sur le fond, je ne saurais pas répondre comme Dominique, hein, nous n'avons pas assez de connaissances. Par contre, du point de vue éthique, on peut dire qu'il semble évident que les manipulations scientifiques sur les animaux ne sauraient être soutenables eu égard aux souffrances qu'elles peuvent générer. Je pense surtout aux animaux vertébrés pour le coup. Il serait par exemple préférable de perfectionner le robot pour à terme éviter d'utiliser le vivant. Mais le vivant étant le modèle du robot, il est important de mettre en relation les biologistes et les spécialistes des robots pour les faire travailler ensemble dans une optique du respect du vivant et donc dans une dynamique humaniste. Rappelons qu'il y a encore quelques siècles en France, au XVIe siècle notamment, les premières expériences de vivisection, l'exploration du corps humain, se pratiquaient en partie sur des êtres humains. Il s'agissait alors de proposer à des condamnés à mort d'échapper à leur sentence en acceptant d'être explorés physiquement et vivants. L'enjeu était alors pour ces docteurs de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain, car la dissection de cadavres ne suffisait pas à comprendre le fonctionnement humain in vivo. Bien évidemment, ces expériences étaient assimilables à de réelles tortures. Certains condamnés se retrouvaient les viscères à l'air libre, le crâne vert, le cœur battant, avec la cage thoracique ouverte. Dans la majorité des cas, ils mouraient dans des conditions assez ignobles. À ce sujet, vous pourrez d'ailleurs vous référer au livre de Michel Foucault, Surveiller et punir, dans lequel il aborde notamment comment le corps est un enjeu de pouvoir pour les gouvernants. On pourra dire que ces expériences sur des humains ont été nécessaires pour la science, mais seulement du point de vue éthique, il était tout aussi nécessaire de sortir de champ de pratique. En l'occurrence, au sujet de l'emploi d'animaux pour les expériences scientifiques, la question pourrait être comment créer des modèles pertinents applicables aux robots pour sortir des expériences sur les animaux. Merci de vos réponses. Pour continuer un peu, on a beaucoup parlé de la douleur et du ressenti des animaux face à cette expérimentation. On demande si, au préalable à des études, des expérimentations, des modifications corporelles, des études sur la conscience des animaux et leur ressenti face à la douleur sont menées. Ça devrait être le cas, c'est pas nécessairement le cas, je pense a posteriori, justement, c'est qu'en même temps le fait de faire des expérimentations sur les animaux permet aussi de mieux les connaître, comme ça a été le cas pour les êtres humains. Voilà. Quel est le rôle du pour tout ce qui est expérimentation sur les mammifères, c'est d'éthique. Et c'est quand même assez encadré. Je pense. Je ne travaille pas sur le mammifère, mais quelque chose que je connais bien. Je pense qu'il y aurait quand même des améliorations à faire.
En particulier, ce qui est pas... Ce que je trouve regrettable, en fait, c'est le manque de partage des données expérimentales. Les labos dans le monde refont les mêmes expériences. Il n'y a pas de site web où on peut trouver. Il faudrait obliger les laboratoires de recherche à mettre à disposition des scientifiques en fait, des données expérimentales. D'une part, ça stimulerait la recherche parce que ça permettrait en termes d'analyser les données aux informaticiens comme moi justement de faire des modèles avec des données expérimentales. Et puis aussi, ça permettrait de réduire le nombre d'animaux en expérimentation. Ça d'une part. Ensuite, sur l'insecte, il n'y a pas de comité d'éthique parce que justement, pour les raisons que j'ai dit avant, on considère que l'insecte n'est pas un être sensible comme un mammifère. Donc voilà, il y a un peu aussi des dérives dans ce cadre-là. Par exemple, une société américaine là, qui commercialise un kit, on peut acheter un kit sur internet d'électrophysiologie et ça permet en fait d'équiper un cafard. La tête du cafard, on met des électrodes, etc. Et le cafard porte une batterie sur le dos, puis un système de communication. Et puis comme ça, on peut contrôler le déplacement du cafard avec un téléphone portable. Donc ça, pour moi, c'est une dérive. Ça va être rentable. Donc ce serait bien au niveau des expérimentations sur la CEP, il y a un minimum en termes de régulation. Ça va pas alors. Je voulais rajouter que justement ce qui est compliqué avec les comités d'éthique, c'est que tout dépend le projet qui est sous-tendu par les équipes de recherche. Par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, il existe bien des comités d'éthique pour le bien-être animal, seulement leur intérêt va aussi dans le sens de pérenniser l'industrie agroalimentaire qui produit de la viande animale. Donc ils ont du mal à reconnaître l'idée de sentience animale, tout simplement, parce que ça va en rencontre des intérêts. Donc partant de là, si sur des bases conceptuelles déjà on ne s'entend pas sur ce qu'on peut dire de l'animal, enfin ce qu'on peut dire sur l'animal, bien évidemment les conséquences sur l'action s'en trouvent. Sont souvent même graves pour les animaux. Une autre question qui va peut-être du coup un peu plus concerner les mammifères. Est-ce qu'il y a des protocoles de réhabilitation qui sont mis en place à la suite des expérimentations qui poussaient les animaux sont après les Alors, tout dépend de l'étude en fait. Si la recherche si dans le cadre de la recherche expérimentale, il y a besoin de sacrifier l'animal, par exemple, on veut étudier le cerveau après sa mort, voilà, le protocole va nécessiter l'euthanasie de l'animal. Mais sinon, il y a le programme de réhabilitation. Les animaux peuvent être réhabilités. Tout dépend du but de l'étude. Et concernant les insectes, en fait, il n'y a pas vraiment de cadre, comme je disais tout à l'heure, législatif. Donc, en ce qui me concerne, moi, je fais des anesthésies quand même avant une chirurgie. Et puis après, je des anesthésies encore avant de les euthanasier. Nous avons parlé avant d'animaux contrôlés par les mécanismes électroniques, comme c'était le cas avec le kit pour le cafard. Selon vous, est-ce différent du dressage classique? Par dressage classique, on entend le dressage canin, par exemple. Et si oui, en quoi est-ce différent? Pour le dressage en lui-même, je n'aurai pas de réponse à vous apporter en tant que telle, puisque je ne suis pas éthologue. Par contre, il
il faut noter que déjà dans la nature, il existe des animaux qui ont des capacités assez formidables, même si ils n'ont pas connu de manipulation génétique. Je pense par exemple à des poissons luminescents ou bioluminescents, ou à des méduses des abysses qui sont naturellement électriques. Donc tout ce qui vient, tout ce qui est incroyable ne vient pas nécessairement des sciences. Ensuite, la question de la sélection artificielle technoscientifique, quant à elle, pose une question sur deux plans, par rapport aux limites de ces sélections et par rapport aux présupposés essentialistes et contingents relatifs aux espèces animales. Tout le monde est d'accord avec tout le monde voit un peu pas ce que c'est que l'essentialisme et l'idée de contingence ou... Non. Alors, par essentialisme, on peut entendre qu'une entité ou qu'une chose a sa propre essence de tout temps, voilà, que de tout temps elle a été faite de cette façon-là. Et les choses qui sont contingentes sont des choses des entités qui sont contingentes sont des entités qui dépendent d'autres choses, dont la définition aussi dépend d'autres choses. Vous allez voir rapidement quand je vais faire la différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, pour expliquer justement les présupposés dans nos représentations communes qui peuvent exister par rapport aux animaux sauvages et aux animaux domestiques. Donc notons bien le fait que la sélection artificielle technoscientifique et les modifications génétiques vont dans le sens de la sélection artisanale pratiquée depuis des millénaires sur les animaux domestiques. Pourtant, ce n'est pas parce que certaines choses sont scientifiquement possibles qu'elles sont souhaitables. Par ailleurs, il y a donc une différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Les animaux sauvages sont classifiés par les êtres humains selon leurs espèces. Les animaux domestiques, quant à eux, sont créés par les humains à partir d'espèces sauvages qui donnent ensuite différentes races au sein d'une espèce. Donc on pensera aux différentes races de chiens, de chevaux, de vaches, etc. Au sujet des limites de l'application de modifications génétiques, de fait, les animaux domestiques sont le fruit d'une sélection artificielle et artisanale. Pourtant, la légitimité de la sélection artificielle scientifique se pose lorsque celle-ci est particulièrement invasive et va à l'encontre de la santé du bien-être animal. Un exemple assez éloquent est celui de la vache folle. Au sujet des présupposés donc essentialistes et contingents sur les animaux en général, la question de la sélection artificielle scientifique semble poser en arrière-fond en implicite une question plus philosophique. Celle de la légitimité de la domination humaine sur les animaux. Cette question est bien sûr vaste et mérite d'être traitée en elle-même. Néanmoins, il est intéressant de noter qu'il existe un imbroglio sémantique entre la considération des animaux domestiques et celle des animaux sauvages. Les animaux domestiques ayant été façonnés par les humains seraient par nature des outils destinés à l'exploitation humaine. Les animaux dits sauvages appartiendraient quant à eux à la nature, au cycle de la vie. En filigrane se pose donc la question de l'essentialisme versus la contingence animale. En ce sens, il y aurait dans les représentations humaines un essentialisme propre aux animaux sauvages. Il y aurait donc, selon ce système de représentation, un être lion, un être girafe, un être loup qui est indépendant des considérations humaines. C'est-à-dire qu'il y aurait une essence propre aux animaux sauvages qui appartiennent à la nature. Et à contrario, une existence contingente des animaux domestiques qui seraient fondamentalement soumis aux sélections et aux besoins humains, ce qui semblerait justifier toutes sortes de manipulations sur les animaux domestiques. À noter que cette distinction entre représentation essentialiste des animaux et contingente des animaux domestiques permet d'éclairer ce qui tient de l'implicite dans les représentations humaines. Pourtant, cette distinction comporte en effet des exceptions, comme par exemple l'utilisation de singes dans des expériences scientifiques qui sont pourtant des animaux sauvages. Mais dans une certaine mesure, on pourrait dire que ces singes prennent alors un statut d'animaux domestiques soumis à la contingence humaine.
Quoi qu'il en soit, les représentations essentialistes et contingentes peuvent être remises en question pour deux raisons. Premièrement, même au sein de la nature, les animaux sont soumis à des modifications liées à l'évolution de leur environnement, qui a même fait passer certains animaux d'une branche de l'arbre phylogénétique à l'autre. Deuxièmement, les animaux sauvages et les animaux domestiques, peu importe qu'ils soient le fruit d'une sélection artificielle ou non, sont finalement tous sensients. Ainsi, la question de la sélection artificielle et des modifications génétiques devrait prendre en considération les limites au-delà desquelles un être vivant n'est plus respecté dans ses spécificités biologiques et comportementales. Sans compter que certains animaux cyborgs pourraient être utilisés à mauvais escient pour des stratégies de guerre, par exemple. Suite à l'ensemble du point que l'on vient de soulever, on peut aisément se poser la question de est-ce que la finalité de la recherche justifie-t-elle la recherche? Je l'explique dans le sens où est-ce que les éventuelles applications futures dans le domaine de la santé ou dans le domaine du biomédical justifient actuellement l'utilisation d'animaux? La science ne peut pas se fixer des freins éthiques, même si les politiques ne suivent pas, et ce à un niveau mondial. Alors, la finalité de la recherche justifie la recherche, dans ce sens où, pour de futures possibles applications, a-t-on le droit d'utiliser les animaux actuellement? donc, les chercheurs ont recours à l'expérimentation animale, dans certains cas. Par exemple, je donne un exemple qui est la stimulation cérébrale profonde, qui est appliquée, qui est utilisée pour soigner la maladie de Parkinson. Donc on implante chez les patients parkinsoniens des électrodes au sein du cerveau, et on stimule électriquement, et en stimulant électriquement, on arrête les tremblements. Et ça, c'est une thérapie, une technique de neurostimulation qui a fait ses preuves, qui est utilisée en routine maintenant. Et on estime par exemple 400 patients par an en France, nouveaux patients pour ce traitement. Et ça n'aurait pas été possible sans 20 ans de recherche sur l'animal. Voilà, de l'expérimentation sur l'animal qui a abouti à après, on peut discuter, savoir si c'est bien ou pas, mais quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'en fait, la cause de mortalité animale, en fait, c'est 1%, il y a 1%, ça représente 1%, il y a 1% des animaux qui sont tués, à cause de l'expérimentation animale. La grande majorité, les 99 autres, c'est la consommation humaine de viande. Donc, moi personnellement, j'ai arrêté de manger de la viande pour cette raison. Maintenant, personnellement, je pense que c'est justifié de faire de l'expérimentation animale si c'est encadré. Justement, il faut qu'il y ait des comités d'éthique, etc. L'aspect juridique, pardon. Aujourd'hui, on a des animaux qui vont être modifiés avec additionnés avec des éléments électroniques. Déjà qu'on a du mal à définir un animal, en tout cas la plupart du temps, pour agir dessus, on va essayer de le protéger dans la législation, parce qu'on n'arrive pas à définir son statut. Quel pourrait être le statut de ces animaux qui seraient mi-vivants, mi-cyborgs, et comment éviter qu'on puisse les réduire à l'état d'objet, vu qu'ils sont incorporés de ces matériaux électroniques, alors que déjà, la plupart du temps, on n'a pas trop de respect pour ces animaux. Comment essayer de protéger ces animaux qui seraient mi-vivants, mi-électroniques?
Donc oui, vous avez posé la question du statut de l'animal augmenté ou de l'animal. Donc ces deux questions-là sont complexes puisque déjà il s'agit de déterminer le statut de l'animal en question pour ensuite concevoir son statut juridique. Or, il est déjà compliqué d'accorder aux animaux, tel qu'on les connaît tous les jours, un statut juridique qui correspond à leurs besoins. Donc par rapport aux animaux cyborg et animaux augmentés, c'est encore plus compliqué. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, voilà, c'est ça. Il faut savoir que ces questions se posent aussi dans une certaine mesure par rapport aux êtres humains, par rapport à la... Alors c'est plus de la prospective, par rapport à ce que pourrait être un transhumain, un être humain qui aurait complètement fusionné avec la machine. Est-ce que ce serait encore un humain ou alors est-ce que ce serait un transhumain? Les mêmes questions peuvent s'appliquer aux animaux. En l'occurrence, les recherches effectuées sur les animaux ou les applications effectuées sur les animaux sont en avance, on va dire, pour le meilleur et probablement pour le pire. C'est-à-dire qu'on fait déjà des applications sur les animaux, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans un premier temps, il faudrait rappeler le sens du mot statut. Selon la définition du Larousse, le sens numéro 1 du mot statut correspond à l'ensemble des dispositions législatives ou réglementaires fixant les garanties fondamentales, c'est-à-dire les droits et les obligations, accordées à une collectivité publique ou à un corps de fonctionnaires ou d'agents publics. Le sens numéro 2 est une situation de fait, position par rapport à la société, aux institutions, etc. En première analyse, le sens 2, c'est-à-dire la situation de fait, la position par rapport à la société, aux institutions, découle du sens 1, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions législatives. Mais pour que les dispositions législatives évoluent, il est également important que les représentations liées aux animaux évoluent. Un deuxième niveau de réflexion, les questions du statut animal augmenté et ou cyborg parlent en filigrane de l'implicite des projets humains, d'ontologie et d'éthique. Il s'agit en amont de considérer les représentations actuelles, qui tendent malgré tout à évoluer, et la situation factuelle des animaux en général. Cela donne déjà un indice sur le statut qui peut être attribué aux animaux augmentés et aux animaux cyborg. Un troisième niveau d'analyse, on peut dire que la question du statut des animaux augmentés et cyborg semble présupposer que la représentation et le statut juridique des animaux permettraient de délibérer sur les espèces auxquelles appartiendraient les animaux augmentés et les animaux cyborg. De fait, comme j'essaie d'expliquer depuis le début, il existe déjà des animaux augmentés, des animaux d'élevage intensif. Leur statut représentatif et juridique demeure encore assez largement déplorable. Il existe déjà des animaux cyborg, on pensera par exemple à des singes, des souris ou des rats servant à des expériences de laboratoire. Leur statut juridique est quasiment inexistant et la licence en la matière est totale. Un premier niveau d'analyse, cela est donc préfiguré du statut juridique à venir des animaux augmentés et cyborg. Ils seraient assujettis au service des êtres humains. En effet, il n'y a pas besoin de se projeter très loin dans le futur. Par exemple, les animaux d'élevage intensif sont déjà soumis à des augmentations physiques qui altèrent et dérèglent leur fonctionnement physique et cognitif ou qui les dirigent pour le coup vers un statut d'animal-machine. On pensera par exemple aux vaches à hublot. Tout le monde voit ce que voilà. Donc j'ai pas besoin de... Je le dis quand même. Donc les vaches à hublot, ce sont des vaches sur lesquelles un trou est percé dans l'estomac et donc il y a un hublot qui permet d'ouvrir ce trou et d'y introduire la main et le bras pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur de l'estomac, comme s'il s'agissait tout simplement de machines. D'autre part, à un deuxième niveau, on peut postuler qu'il existe aussi un malaise plus profond qui tient davantage au statut ontologique des animaux augmentés.
Si un animal présentait des caractéristiques, des compétences, des capacités cognitives de plus en plus proches de celles d'un humain, comment qualifier non pas l'animal en question, mais bien l'humain? Ce qui semble poser problème ne serait pas tant ce qui serait, ni ce que vivrait un animal fortement augmenté cognitivement, mais bien ce qu'il dirait de ce que l'humain n'est pas ou n'est plus. Nous allons voir dans les deux exemples à suivre que la limite des expériences en matière d'augmentation animale se pose principalement en termes concurrentiels. La crainte étant que certains animaux, particulièrement proches de l'humain, comme les singes, puissent devenir une menace directe pour l'humain. Donc après ces éclaircissements de fond, allons plus loin en prenant deux exemples d'expériences menées sur des souris. Ces expériences rappellent celles fantasmées dans un roman de science-fiction intitulé « Des fleurs pour Algernon », c'est un très bon roman par ailleurs, je vous conseille, de Daniel Case. Les questions soulevées par ces expériences sont davantage d'ordre prospectif, néanmoins elles méritent qu'on s'y attarde un instant, car elles permettent d'éclaircir les questions actuelles sur les animaux augmentés. Donc en 2014, au MIT, des souris ont reçu un gène d'origine humaine associé au langage, le gène codant la protéine FOXP2. Si ces souris n'ont pas appris à parler, leur capacité à parcourir un labyrinthe a nettement été améliorée par l'augmentation des capacités de la mémoire procédurale et de la mémoire déclarative. En 2013, à l'université de Rochester, Steven Goldman a dirigé un projet de recherche sur des souris auxquelles ont été injectées des cellules gliales humaines, en sachant que les cellules gliales jouent un rôle primordial dans les connexions neuronales. En quelques temps, les cellules des souris ont été complètement remplacées par les cellules gliales humaines. Les capacités cognitives des souris ont été multipliées par 4. Que conclure de ces deux expériences? Ces souris sont-elles encore des souris? Donc personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question, dans le sens où je ne suis pas convaincue qu'elle devrait être déterminante quant à la qualification du statut juridique des souris ou de tout autre animal assujetti à ce genre d'expérience. En outre, cette question est à double tranchant, puisque si elle permet de montrer que les animaux significativement augmentés du point de vue cognitif sont plus proches de l'être humain que les autres animaux de leur espèce, cela pourrait éventuellement être positif pour ces animaux augmentés, et encore, ces animaux pourraient très bien être exploités par l'être humain. Par ailleurs, on pourrait redouter une surdévalorisation des animaux lambda. Si au contraire on estime que les animaux significativement augmentés du point de vue cognitif appartiennent toujours à la même espèce, leur statut restera le même. Encore une fois, ces descriptions sont des projections, des constructions mentales. Rappelons toujours que les animaux augmentés, au moins physiquement, et les animaux cyborg dans les laboratoires, bien qu'ils soient cachés des yeux de tous, existent déjà, et que leur condition est difficile. Dans l'absolu, poser la question de l'origine, de l'espèce, de la race, des capacités intellectuelles, de la culture, etc., mène bien souvent à des stigmatisations fortes. Il s'agit peut-être donc d'interroger les choix, les projets et les représentations autour des animaux augmentés actuels. Enfin, donc, je vais vous citer les commentaires d'un prospectiviste, d'un scientifique et d'un auteur de science-fiction sur les expériences menées sur les souris en 2013 et en 2014. Donc, ça me permettra aussi d'aller plus loin dans cette réflexion. Alors, le prospectiviste, son prénom, ça se prononce Jamais Cassio, je crois que ça s'écrit Jamais, G-J-A-M-A-I-S, Jamais Cassio, je crois. Cite Steven Goldman dans le New Scientist, en parlant des expériences que je viens de mentionner. Alors, enfin, il faut porter votre attention sur la conclusion qui exprime toute la contradiction des questions que posent celles des animaux augmentés, des animaux cyborgs. Cela ne fournit pas aux animaux des capacités supplémentaires qui pourraient en quelque manière être attribuées ou perçues comme spécifiquement humaines. Au contraire, les cellules humaines vont tout simplement améliorer l'efficacité des propres réseaux de neurones de la souris. C'est encore une souris.
Cependant, l'équipe a décidé de ne pas essayer de greffer les cellules humaines sur des singes. Nous l'avons brièvement envisagé, mais avons décidé de ne pas le faire à cause de toutes les questions éthiques potentielles. Donc on se doute bien que c'est pas seulement par rapport aux questions éthiques pour l'animal lui-même, et bien parce que aussi ça pourrait déranger les humains sur leur propre singularité. Donc Jamaïs Cassio exprime aussi certaines craintes vis-à-vis de la condition des animaux fortement augmentés. Si un animal montre un comportement typiquement humain, alors il sera facile de lui accorder les droits qui lui sont dus. Mais, je cite là le prospectivisme, mais que faire avec les animaux dotés d'une cognition augmentée, mais qui présentent des formes d'intelligence supérieures, ne pouvant se comparer aisément à des traits humains spécifiques, tout en allant clairement au-delà de ce qu'un animal typique de cette espèce est susceptible de faire. Il est en effet tout simplement possible que des animaux fortement augmentés du point de vue cognitif présentent des capacités intellectuelles non humaines et qu'on peut avoir du mal à identifier en tant que telles. David Brin, un auteur de SF, lui plutôt optimiste par choix, émet plusieurs hypothèses éthiques sur le devenir des animaux augmentés. Pour lui, augmenter cognitivement les animaux relève du droit moral. Selon lui, ça permettrait d'aider les animaux à briser ce qu'il appelle le plafond de verre, caractérisant les spécificités de l'intelligence humaine. Pour lui aussi, les augmentations cognitives animales inaugurent d'une entraide interespèce. Il envisage par exemple que les dauphins pourraient nous aider à sauver les océans. Donc, sinon, David Brin émet quand même quelques objections morales sur l'augmentation cognitive animale. Les groupes d'animaux sélectionnés pour ces augmentations, et là je cite un journaliste qui s'appelle Rémi Soussan, vont devoir connaître les affres de l'évolution culturelle, apprendre par essai-erreur et probablement souffrir pendant de nombreuses générations avant de trouver l'équilibre. Avons-nous le droit de leur imposer cela? Donc ces questions prospectives sont certes stimulantes intellectuellement, mais elles ne doivent pas éloigner la préoccupation des animaux augmentés et ou cyborgs présents. La question du statut a probablement du sens. Néanmoins, il s'agit d'interroger les choix, les projets et les représentations humaines présentes vis-à-vis des animaux actuels. Pour ceux qui souhaitent aussi trouver des réflexions, des allégories, des romans d'anticipation sur la question du statut ontologique des animaux cognitivement augmentés, je vous conseille de lire, comme je vous disais, le roman Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Il y a aussi tout le cycle de science-fiction Élévation de David Brin, le classique La ferme des animaux de George Orwell, Demain les chiens de Clifford et aussi Demain les chats de Weber pour le citer. Merci beaucoup. Pour finir, on va continuer un peu en développant la question juridique. Aujourd'hui, quelles sont en fait, les limites légales et morales qui existent, qu'il faudrait se poser dans le domaine de la médecine? Est-ce qu'il y a eu aussi des condamnations qui auraient été menées ou suite à des abus Bien, il me semble avoir répondu à ces questions, mais si vous voulez des précisions. Enfin, par rapport aux limites, les limites sont bien évidemment celles qui vont à l'encontre du bien-être des animaux. C'est une législation plus précise Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce qui est compliqué, c'est que, comme on dit souvent, qui profite le crime, en l'occurrence, si les commissions éthiques sont dirigées par des personnes qui ont intérêt à ce que des expériences continuent à être menées sur les animaux, enfin, on tourne en rond, donc la solution viendra probablement de l'extérieur.
par une évolution multiple de nos représentations, de notre considération des animaux et aussi du travail de recherche qui tend à montrer davantage que les animaux sont sentients, intelligents, conscients. Et voilà, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il y a quelques siècles, on pratiquait encore des expériences sur des êtres humains vivants. Et peut-être que la promulgation des droits de l'homme a permis aussi participer à ce que ce genre de pratiques soit plus permise et pratiquée. Donc, là, je pense que pour les animaux, c'est la même chose, c'est un ensemble de facteurs qui feront que... Mais en l'état, oui, les règles ne sont pas suffisantes. Pour ajouter un dernier point par rapport plus à la modification génétique, il faut savoir qu'il y a des choses qui ont bien marché, par exemple, le fait que des chèvres produisent des protéines humaines qui sont ensuite produisent du lait, et dans ce lait, il y a des protéines qui sont utiles à des hommes qui ne vont pas sécréter cette protéine. Ça ne change rien à leur vie, elles sont normales. Donc ça a été largement accepté. Par contre, il y a eu des cochons qui avaient été modifiés génétiquement pour croître beaucoup plus vite, grossir beaucoup plus vite. Et c'était bien pour l'homme. Par contre, ça posait ils souffraient, ces cochons. Il a été démontré qu'ils souffraient, des graves problèmes au niveau de... ils ne pouvaient pas se tenir debout. Il y avait vraiment une souffrance tout le long de la naissance à l'abattage du cochon. Et en plus, c'était aux États-Unis. Parce que je fais quand même une distance entre ce qui est fait aux États-Unis et ce qui peut être fait en Europe, où on est quand même beaucoup plus restrictif. Et donc là, quand même, il a été interdit de mener ces recherches et qu'on continue à faire croître ce cochon de cette manière. C'était purement pour le bien-être animal. Il n'y avait pas une autre lobby derrière. Donc, il n'y a pas de condamnation, mais il y a des arrêts de certaines modifications génétiques. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions du public. Je vous laisse gérer. Juste pour revenir sur les fondements réglementaires, justement, quand je suis vétérinaire inspecteur, et donc on a parlé à un moment de recherche en expérimentation animale. Juste pour ceux qui veulent approfondir la question, il y a une réglementation, donc une directive qui date de 2010, qui a été retranscrite en droit français avec différents arrêtés du 1er février 2013. Et donc, je ne peux pas, je suis un peu en désaccord quand même, complètement, en désaccord sur le fait de dire que l'expérimentation animale n'est pas encadrée. Il y a une réglementation qui encadre ces différentes activités. Très rapidement, pour ne pas monopoliser le temps de ce débat, ça repose sur les 3 R. En fait, je pense que c'est des choses qui interpellent, sur lesquelles vous êtes déjà sensibilisés. Donc, le fait de réduire le nombre d'animaux utilisés, de remplacer, autant que faire se peut, les animaux utilisés, et de raffiner les méthodes, en fait, de faire en sorte que les animaux souffrent le moins possible, avec, je ne sais pas si vous m'avez tous entendu, aussi je comprends, et avec un 4e R dont on parle pour évoquer la réhabilitation. On parlait de la réhabilitation des animaux quand c'est possible. Donc voilà, donc il y a clairement une réglementation qui encadre l'expérimentation animale. Donc là, ça va en dehors, au-delà avec les animaux cyborgs, une phase particulière, mais on a beaucoup parlé de ce qui a trait à l'expérimentation animale. Dans la définition de l'expérimentation animale, c'est pour ça que M. Martinez ne parlait pas d'expérimentation animale en ce qui concerne les animaux qu'il utilisait, parce que l'expérimentation animale vise les mammifères et les stéréopodes, avec les embryons aussi utilisés dans ce cadre-là. Mais donc voilà, il y a une définition précise de l'expérimentation animale et toute une réglementation européenne retranscrite en droits nationaux. Donc pour le droit français, je vous invite à aller lire les différents textes qui sont tous des textes du 1er février 2013. Alors je ne suis pas un expert, mais la règle des 3 R en fait, donc le premier c'est réduire le nombre d'animaux et le dernier c'est remplacer. Remplacer, raffiner, voilà. Donc je pense qu'on peut mieux faire en fait. Le partage des données expérimentales, ça permettrait justement de réduire le nombre d'animaux en expérimentation. Et remplacer, c'est remplacer par des moyens alternatifs, par d'autres. Et donc là, il faudrait, par exemple, les
modèles numériques, les modèles informatiques ne sont pas très utilisés aussi en toxicologie ou en sciences. On pourrait utiliser des modèles plus que ce qu'on fait, je pense. Je pense qu'il y a effectivement des trouver de nouveaux moyens aussi, de stimuler ce côté. Ça se développe de plus en plus. En fait, l'encadrement, donc voilà, la directive date de 2010, l'ancienne réglementation datait de 1988. Donc effectivement, il y a encore des marges de progression, effectivement, comme pour tout. Mais il y a quand même effectivement cette démarche de remplacer, de réduire au maximum le nombre d'animaux utilisés et de raffiner les procédures pour aller dans ce sens-là, avec des autorisations délivrées par le ministère de la Recherche pour qui justement valide les projets, les autorise apporter son expertise, permettant de dire qu'effectivement dans ce cas de figure-là, ça vaut le coup d'être mis en place. Mais est-ce que l'Europe, justement, n'a pas obligé, là je ne suis pas sûre de ce que je dis, hein, c'est une question, est-ce que l'Europe n'a pas obligé avec le projet REACH, je crois qu'il s'appelle, justement à retester des milliers de molécules qu'on connaissait parfaitement avec de nouveau des millions d'animaux? Est-ce que c'est pas l'Europe qui a imposé ça? Où est-ce qu'en est ce projet? Alors, le projet REACH, effectivement, c'est pour viser à tester des molécules. Parce que je parle de la Donc le projet REACH, effectivement, qui consiste à tester des produits chimiques pour vérifier leur absence de toxicité, effectivement, ça a déclenché des différentes procédures d'expérimentation animale, mais toutes suivent ce schéma d'être encadrées, donc ne peuvent se faire que dans des laboratoires agréés, en fait, selon des projets qui ont été autorisés par le ministère de la Recherche. Dans cette thématique-là. C'est vraiment dans le cadre de l'expérimentation animale. Et c'est une nouvelle thématique de recherche, effectivement, avec un projet européen pour vérifier l'absence de toxicité de produits chimiques. Mais c'est une partie, on va dire, de recherche. Mais ça n'apporte pas une grande... ça n'a pas de changement particulier par rapport à la démarche globale. Moi, c'était... Merci. Moi, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt pour avoir votre avis. Moi, je suis étudiante en vétérinaire et en première année, on a un module de génétique. Et j'avais posé une question à mon prof parce que j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il me disait. Et lui, en fait, il m'avait répondu que la génétique, pour sélectionner, en fait, notamment, par exemple, la prolificité des truies, pour l'augmenter, ça permet, en fait, de diminuer le nombre d'animaux qui sont utilisés, pour au final avoir la même production et donc utiliser moins d'animaux. Et donc lui il me disait que c'était logique d'utiliser moins de truies qui produisaient plus de porcelets pour au final utiliser en nombre moins d'animaux et à la fin donc réduire la douleur. Et je sais pas, je voulais avoir votre avis sur cette question-là pour en fait, je sais pas si on peut parler d'animaux augmentés dans ces cas-là par la sélection génétique, je pense que oui. Et est-ce que c'est bien d'en utiliser moins et pour que eux-mêmes soient peut-être plus douloureux que d'en utiliser plus et moins douloureux? Enfin, c'est une façon de voir en fait. Dans mon cas, pour réduire le nombre de truies, j'arrête de manger de la viande. Ah oui, mais c'est un proche de génétique aussi. Voilà, c'est pour ça de voir les choses. Mais oui, comme tu dis, Dominique, c'est ça, c'est bon, je sais pas comment dire, ça permet qu'il y ait moins d'animaux qui souffrent, peut-être. Maintenant, ça fait aussi qu'il y a moins d'animaux qui souffrent, mais peut-être moins qui souffrent plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, mais moi je suis de plus du côté... Voilà, donc, mais après, si on voit on peut voir la chose de deux façons. Soit on la voit sur le long terme, c'est-à-dire qu'en effet, on envisage que moins d'animaux souffrent beaucoup plus. Pourquoi pas, mais ça reste toujours la même chose, on continue à manger de la viande et après on peut aussi envisager que les besoins en viande augmentant, on produit beaucoup plus de truies qui c'est quoi déjà la quantité? Enfin, c'est en fait le nombre de porcelets qui est fait par truie. Et c'est naturellement, c'est pas autant ce qui se fait dans la nature,
Et là, elles font je crois que c'est 11 en moyenne. Et il y a certaines truies qui font 16 alors qu'elles ont 14 mamelles. C'est une logique rationnelle. Voilà. C'est rationnel et ça permet d'augmenter la productivité. L'effet bénéfique secondaire, c'est qu'éventuellement, il y a moins de truies. Voilà, mais bon, d'une part, c'est pas l'effet recherché. L'effet premier recherché, c'est celui de la productivité. Et ce qui se passe, c'est que les truies ces truies-là sont attachées pendant 3-4 semaines, le temps qu'elles allaitent leurs petits, et puis le reste du temps, elles sont réassimilées, et puis jusqu'à l'abattage, en fait. Donc, oui, c'est peut-être même pire que des truies qui seraient élevées en plein air, qui pourraient se rouler dans la boue. Voilà. On va plutôt vers le pire avec ça, me semble-t-il. Il n'y a plus de truies à la tâche, en fait. Les conduites de truies sont menées en repos maintenant. Oui, mais après, quand elles sont dans les box de repos, elles sont... Oui, mais juste pour reprendre le terme, il y a certaines, même s'il y a une marge de manœuvre effectivement encore importante, il y a quand même... Juste pour dire que c'est moins mon domaine de compétence, mais les règles d'élevage en fait ont changé. Il y a plus de truies à la tâche. Les conduites de truies sont menées en groupe maintenant. Vous entendez quoi par la tâche? Elles sont plus dans des box, elles sont une conduite de troupeau, toutes les cochettes sont ensemble, elles sont plus toutes seules séparées, sauf quand vous avez leur bébé. Oui, D'autres questions? Toute petite question, vous avez évoqué un bœuf génétiquement modifié pour inséminer des vaches qui produiraient plus de lait, on est d'accord? Au début de votre présentation, on est d'accord, vous parlez bien de ça. Ouais. Alors ce bœuf, quel pays? J'imagine pas en Europe. C'est une expérience, ça a été effectivement commercialisé, le lait est commercialisé, mais alors dans quel pays? Pas chez nous. Et plus particulièrement en effet au Brésil. Au Brésil, il y avait un réel élevage intensif des vaches. Voilà, ça se pratique au Brésil. Donc au Brésil, ils consomment du lait issu de vaches inséminées par un bœuf génétiquement modifié. Par un bœuf cloné. Oui. Par des bœufs en fait qui sont clonés. Mais donc ils ne sont pas génétiquement modifiés. Qui sont aussi génétiquement modifiés et puis clonés pour obtenir un bœuf puissant, voilà, qui met toutes les qualités d'un bœuf. Mais c'est pas de la sélection, c'est vraiment de la modification génétique. Oui. Et ensuite ils sont clonés. C'est des bœufs qui peuvent être clonés, qui sont vendus assez cher pour par la suite inséminer. Leur semence est vendu très cher pour inséminer. Donc c'est du Brésil. Voilà. Moi, juste c'était pour rebondir, en fait, ça c'est pas qu'au Brésil, hein. N'importe quel agriculteur.